Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. La majorité des épisodes sont accompagnés d'une fiche méthode à télécharger en description. Et si vous trouvez mes épisodes utiles dans votre cheminement minimaliste ou votre désencombrement, vous pouvez me soutenir en faisant un don sur la plateforme Ko-fi dès 3 €. Le lien est en description. Merci à vous pour votre soutien. Aujourd'hui, on reparle de tri de manière concrète. Je vous présente les 7 catégories d'objets que nous avons tous et toutes dans nos maisons, quel que soit notre niveau de pratique du minimalisme. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Comment les combattre? Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. J'adore les épisodes comme aujourd'hui, je les appelle des épisodes listes. Je cherchais depuis quelques jours un thème qui pourrait parler à la fois aux minimalistes qui nous écoutent et qui voudraient aller un peu plus loin dans leur allègement matériel, mais aussi aux aspirants minimalistes qui ont encore beaucoup de choses chez eux. Donc voilà, chose faite, je vais vous parler des objets que je sais par expérience que nous avons en trop dans nos maisons, quel que soit notre niveau d'avancement dans notre démarche minimaliste. C'est parti pour la liste. En premier, nous avons le linge de maison. Je vous parie ce que vous voulez qu'il y en a trop dans vos placards, comme dans tous les placards des gens chez qui j'ai pu faire du tri, et comme j'ai pu en avoir il y a encore pas si longtemps que ça. Parlons des serviettes de bain et de plage. On les accumule en quantité excessive, comme si on allait recevoir une dizaine d'invités sans serviettes pendant 15 jours. Et le problème en plus, c'est que ça prend de la place, ces petites choses. Réfléchissons un instant. Combien de serviettes de bain avons-nous réellement besoin pour notre usage quotidien? A fortiori, si on a la chance d'avoir un sèche-linge, une pour chaque membre de la famille et peut-être une ou deux de rechange devraient suffire si on peut laver et sécher dans la même journée. C'est en me faisant cette réflexion que j'ai réussi à réduire le nombre de serviettes en trop. Moi, j'étais partie du principe qu'on en était 5, donc il en fallait 2 par personne, plus un peu de rab au cas où on a des invités. Je crois que je devais avoir une vingtaine de serviettes, ce qui est un petit peu ridicule, ça prenait tout un placard. En fait, j'ai pris conscience que mes serviettes de bain Décathlon en microfibre, c'était aussi des serviettes et elles pouvaient servir de serviettes en plus pour les invités. Ou pour nous, si on préfère filer les jolies serviettes toutes douces à nos visiteurs, et puis c'est nous qui prenons les serviettes Décathlon. On peut appliquer la même logique pour les draps de lit. Soit on fait tous les draps de la famille dans la même journée grâce au sèche-linge, et au final, on n'a pas vraiment besoin de rab, peut-être un au cas où, si on a des enfants, peut-être un au cas où on ait des accidents. Soit le processus de lavage et de séchage prend quelques jours, et à ce moment-là, en ne lavant pas tous les draps en même temps, juste un drap ou une housse de couette de chaque taille en plus, ça suffit amplement. Et si on veut prévoir durable pour les invités, nous ce qu'on fait, les rares fois où on a des gens qui dorment chez nous, on sort les sacs de couchage pour les enfants et les adultes récupèrent les couettes. La deuxième catégorie qui demanderait à ce qu'on se mette un peu le nez dedans, ce sont les câbles. Si on devait rassembler tous les câbles dispersés dans les maisons, je parie qu'on dénicherait une variété étonnante qui inclurait les spécimens suivants. Ce câble destiné à connecter notre vieil appareil photo à un ordinateur. Soyons honnêtes, quand avons-nous utilisé pour la dernière fois cet appareil photo qui, s'il marche encore, ça c'est déjà un truc à voir, est-ce qu'il marche encore? Il fait des photos de moins bonne qualité que notre téléphone. Et puis qui prend encore le temps d'uploader des photos digitales sur son ordi? Que celle qui le fait encore me jette la première carte mémoire. On trouvera aussi le câble d'un disque dur externe qui dort dans un coin, un témoin muet d'une époque révolue, pré-Google Drive ou autre Dropbox. Et que dire de ce câble Ethernet qu'on a souvent encore chez nous suite à la livraison de notre dernière box. La dernière fois qu'on a utilisé un câble Ethernet, Vita demandait à Mel de s'asseoir parce qu'elle avait un truc à lui dire. C'est à peu près à cette époque-là. Donc je pense qu'on peut lui dire au revoir. On trouvera aussi sans aucun doute ce câble d'un téléphone qui ne fonctionne plus. Et enfin, il y aura ce câble mystérieux dont on ne peut même pas identifier l'usage. Mais entre nous, tant qu'on a un câble pour notre téléphone, un pour notre ordinateur et peut-être un autre pour les voyages, on est bon, non? Donc mettons notre nez dans les câbles, c'est sûr on peut en virer au moins un ou deux. Prochaine catégorie, c'est la décoration. La décoration, c'est comme une brise légère dans notre quotidien, souvent subtile mais parfois envahissante. Notre déco s'accroche aux meubles, s'étale sur les murs et avant même qu'on s'en rende compte, elle prend une place disproportionnée dans nos espaces de vie. Et de la déco, on en a souvent trop, à des degrés divers bien évidemment, mais quand même souvent trop. Pour savoir si c'est le cas chez vous, voilà 2 petits exercices. Premier exercice, exercez votre mémoire en pensant à un meuble ou un mur chez vous. Pourriez-vous nommer tous les objets décoratifs qui s'y trouvent? Prenez un papier et un crayon,
comparer vos réponses avec la réalité. Si vous êtes surprise par le nombre d'objets que vous avez oubliés, il est peut-être temps de réévaluer votre décoration et de faire un peu le tri. Oublier des objets, c'est sans doute un signe que ces objets-là ne font pas partie de votre essentiel. Ou alors qu'ils sont tellement noyés dans la masse qu'ils ne sont pas mis en valeur et du coup vous les avez oubliés. Quoi qu'il en soit, il est sûrement temps de faire un peu de place pour vos œuvres d'art. Deuxième exercice pour savoir si vous avez un peu trop de déco, interrogez-vous sur la fréquence à laquelle vous vous attaquez aux poussières. Si c'est un événement aussi rare que quand les enfants rangent leurs chaussures en rentrant de l'école sans que vous n'ayez à en faire la remarque, demandez-vous pourquoi vous ne les faites que rarement. Si au contraire vous êtes un expert en déboussiérage, mais que cela vous prend un temps fou, il y a sûrement un souci. Dans ces deux cas-là, la racine du mal est assez simple, il y a sûrement encore trop de déco chez vous. Si vous ne le faites jamais, c'est sûrement parce que ça vous prend trop de temps. Et si ça vous prend trop de temps, c'est qu'il y en a trop. Pas facile, je vous l'accorde, de trouver cet équilibre parfait entre esthétique et temps passé à l'entretenir. C'est un peu comme le bon équilibre entre fromage à raclette et pommes de terre, mais on finit par y arriver. Puis dites-vous que si les poussières sont faciles à faire, même les enfants pourront s'y mettre. Troisième catégorie d'objets qu'on a tous et toutes en trop dans la maison, les boîtes style Tupperware. Même chez moi, où j'en possède nettement moins qu'auparavant, je suis convaincue que je pourrais m'en débarrasser d'une ou deux d'entre elles sans le moindre remords. Peu importe notre point de départ, il semble que nous en ayons toujours en surabondance. Il est plutôt rare qu'on utilise toutes ces boîtes en même temps, alors pourquoi on les conserve en masse? Et surtout, pourquoi garde-t-on des boîtes sans couvercle? Ou pire encore, des couvercles sans boîte. C'est le même scénario à chaque fois, l'espoir illusoire de retrouver la paire perdue. Il est grand temps de cesser de nous mentir à nous-mêmes. Si une boîte ne possède pas son couvercle assorti, sortons-la du tiroir à tupperware et mettons-la à profit pour organiser des catégories d'objets dans un tiroir, par exemple. Là encore, la clé c'est de penser à nos usages réels et virer ceux qui n'y correspondent pas. Si on aime utiliser que des contenants en verre, par exemple, pourquoi en garder autant en plastique? La quatrième catégorie, ce sont les jeux de société. Là encore, même chez nous, alors qu'on les a divisés, je ne sais pas moi, par 5 ou plus, on en avait vraiment, mais énormément, je pense quand même qu'on en a trop. Le souci, c'est qu'on veut garder des jeux pour toutes les occasions et pour tous les coups. Et en famille, le challenge, c'est qu'on a tous et toutes des préférences différentes. Alors on garde tout pour que tout le monde s'y retrouve. Pourquoi on garde un jeu que seulement 2 personnes aiment dans la famille quand il se joue à 4 joueurs ou plus? On n'y jouera clairement quasi jamais au final. C'est en se faisant ce genre de réflexion qu'on a réussi à virer un grand nombre de jeux chez nous. Il nous reste 2 ou 3 rescapés qui, en ce qui me concerne, devraient virer. À Ballone, par exemple, ça serait parti depuis longtemps si ça tenait qu'à moi, mais bon, on est en famille, on fait des concessions, donc pour le moment, à Ballone reste. 5e catégorie d'objets qu'on a tous en trop dans nos maisons, ce sont les sacs. Sacs de course, sacs à main, sacs à dos, sacs de rando, on a toujours trop de sacs. En fait, je pense que c'est à cause de l'hyper-spécialisation des sacs. Je m'explique. Mes enfants ont des sacs d'école. Ces sacs sont aussi des sacs à dos. Eh bien, avant le minimalisme, ils avaient des sacs à dos d'école et des sacs à dos, on va dire, de loisirs pour transporter des trucs en dehors de l'école comme les affaires de bain, de rando, etc. Mais pourquoi? En fait, le minimalisme m'a ouvert les yeux et permis de voir que si on choisissait bien le sac à dos d'école des enfants, pour ne donner que cet exemple-là, on pourrait trouver des modèles qui peuvent faire sac de balade ou de plage et sac d'école. Pourquoi avoir des paniers de courses ou de marché alors que là encore, les sacs à dos font l'affaire? Dans toutes les maisons dans lesquelles j'ai fait du tri, c'est bien simple, il y avait une abondance de sacs justement parce qu'on a des sacs de sport qui sont différents des sacs de course, qui sont différents des sacs de vélo, qui sont différents des sacs d'école, qui ne sont pas les mêmes que les sacs de piscine. Alors qu'un bon sac à dos étanche, léger et confortable, ça fait tout. Et le truc avec le sac ou sac à dos qu'on utilise pour tout, c'est qu'on est obligé de le vider régulièrement parce qu'il change d'utilisation plusieurs fois dans le mois, voire dans la semaine. Et hop, une occasion de faire le ménage dans les papiers qui traînent au fond du sac. Je vous conseille donc de regrouper tous vos sacs en un endroit et ne garder que les plus versatiles. Parce qu'en plus, des sacs inutilisés et mal stockés, ça s'abîme très vite et ça devient rapidement inutilisable. 6e et avant-dernière catégorie d'objets que l'on garde en trop chez nous, les bijoux et accessoires. Quel que soit le nombre, c'est comme les vêtements, on met toujours les mêmes. Si vous voulez faire un tri, mettez le nez dedans, c'est sûr, il y a du rab. Souvent parce que ce sont des cadeaux, donc on a du mal à s'en défaire, ou parce que c'était des bijoux fantaisie, ça coûtait pas très cher, donc on a facilement accumulé. Là encore, les bijoux fantaisie et accessoires sont toujours en surnombre. On peut toujours s'en séparer de quelques-uns en plus à chaque fois qu'on met le nez dedans. Si vos bijoux et accessoires sont en bon état, ils feront toujours plaisir comme cadeau d'anniversaire à un neveu, une nièce, à une compagnie de théâtre ou un magasin de seconde main.
Un objet qui est fait pour mettre une personne en valeur n'a rien à faire dans nos placards. Je vous dis ça parce que je suis sûre que chez moi, j'en ai encore trop, même si j'en ai peu. C'est tout un processus, ce tri-là. Moi, je le trouve personnellement assez difficile, mais je m'efforce de temps en temps à me remettre le nez dedans. Enfin, dernière catégorie d'objets qu'on a toujours entre chez nous, même quand on est minimaliste, les chaussures. Là encore, si vous ne savez pas quoi trier ce week-end ou comment vous alléger un peu plus, mettez le nez dans le placard à chaussures. Et n'oubliez pas les chaussures qui sont dans d'autres placards. Les chaussures, ça coûte parfois cher et on est attaché à elles, car si on les a achetées, c'est parce qu'elles nous plaisaient. Et là encore, quand on est 20 paires ou 5 paires, on met toujours les mêmes. Pourquoi ? Souvent à cause du confort, mais aussi parce qu'on a toutes fait l'erreur d'acheter des chaussures en fonction d'une tenue précise. Des fois, on achète une paire parce qu'on sait qu'elles iront bien avec ce pantalon noir-là. Oui, mais ce pantalon-là, il se trouve qu'il ne va qu'avec ces deux hauts-là. Et encore, que quand il fait chaud et pas si on doit marcher beaucoup. Dans ce cas de chaussures achetées très spécifiquement, si on doit attendre l'occasion idéale, la météo idéale et compter sur le fait que le haut qui va bien soit propre en même temps que le seul pantalon qui va avec ces chaussures, on risque pas de les mettre très souvent, ces chaussures-là. Donc du coup, on met toujours les mêmes. Et les chaussures, c'est comme les sacs, si on ne les utilise pas et qu'elles sont stockées trop longtemps dans des conditions non optimales, elles perdent leur forme et de toute façon, elles deviennent inutilisables au bout d'un moment. C'est simple, Caroline de Garde-robe Minimaliste, avec qui j'ai déjà fait un épisode et qui reviendra bientôt sur le podcast d'ailleurs dans quelques semaines, nous le montre dans ses carnets de style. 5 à 6 paires de chaussures pour la vie de tous les jours, c'est largement assez. Et encore, à mon avis, on met souvent toujours les 3 mêmes. J'en ai fini pour ma liste, mais attention, si une abondance d'objets dans certaines de ces catégories d'objets vous fait plus de bien et vous apporte plus qu'elle ne vous coûte en temps, en place, en charge mentale ou logistique ou en argent, ne vous gênez pas de tout garder. Être minimaliste, c'est garder son essentiel, pas juste 5 fourchettes. En tout cas, si vous ne savez pas par où commencer dans votre tri ou souhaitez juste refaire un petit tri d'entretien, vous pouvez utiliser cette liste et taper dans ces catégories, c'est sûr que vous aurez de quoi faire. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura été utile. Vous pouvez retrouver la liste en description, ainsi que toutes les manières de rentrer en contact avec moi par email ou via mon compte Instagram. Merci encore pour tous vos messages d'encouragement, pour toutes vos suggestions d'épisodes et bien sûr pour vos soutiens sur la plateforme Ko-fi. Une des manières les plus efficaces de me soutenir, c'est également de laisser des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute ou de partager cet épisode directement avec vos amis. Merci à tous pour votre soutien, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.